je vous redis bonjour. Donc, on continue sur les maladies auto-immunes qui sont spécifiques d'organes. Et là, on parle donc de la cirrhose biliaire primitive qui est caractérisée en fait par une destruction lente des petits canaux biliaires intra-hépatiques, ce qui conduit à une fibrose, ce qui conduit à une cirrhose. La cirrhose, ce n'est pas uniquement dû à l'alcool, hein. Ça peut être dû à des maladies auto-immunes. Et en fait, les patients qui sont atteints de cette maladie, ils ont des caractéristiques d'insuffisance hépatique, notamment ils ont un prurite dans 50% des cas. Alors, pour faire le diagnostic de cette maladie, on va rechercher notamment des auto-anticorps. Et ces auto-anticorps, c'est des auto-anticorps anti-mitochondrie. Et ça, on le trouve dans 95% des patients. Pourtant, on n'est pas absolument sûr que ce soit ces auto-anticorps qui soient responsables de la maladie. Ça veut dire qu'il y a un mécanisme d'immunologie cellulaire. Et si on regarde effectivement au niveau histologique, on s'aperçoit que les lésions hépatiques sont infiltrées typiquement par des lymphocytes CD4+, et CD8+, T auxiliaire, T cytotoxique. Alors, cette maladie, ça vous conduit, comme je viens de vous dire, à la cirrhose. Ça ne s'arrête malheureusement pas là, parce que le temps moyen entre le diagnostic et la disparition du malade, c'est-à-dire la mort du malade, c'est à peu près 10 ans. Donc l'espérance de vie avec cette maladie est extrêmement réduite. Alors il y a des traitements, notamment cholestéramine. Au moins vous aurez entendu parler de ce nom. Un autre dont vous entendrez parler, c'est l'acide urso-désoxycholique, l'acide urso-désoxycholique. Et en fait, ce qui donne les meilleurs résultats, c'est de faire une transplantation hépatique. Alors on va passer encore ensemble 2 heures à peu près sur les maladies auto-immunes. Ensuite, on verra toute l'immunologie de la transplantation, ce qui est absolument passionnant. Alors, ça c'était sur cirrhose biliaire primitive. On va parler maintenant, brièvement, parce que je me demande toujours si vous ne le faites pas dans un autre enseignement coordonné, mais moi j'ai toujours une vision un petit peu plus immunologique, sur les maladies du sang et sur les anémies hémolytiques auto-immunes. Alors, bien entendu, caractérisées par des auto-anticorps contre les antigènes normaux des hématies. Vous vous souvenez des mécanismes, c'est-à-dire vous avez des médicaments qui altèrent la surface des hématies, mais vous faites des auto-anticorps non seulement contre la surface des hématies qui est altérée, mais vous détruisez également les hématies normales. Il y a des formes aiguës, il y a des formes chroniques. Il y a ce qu'on appelle des anémies hémolytiques à auto-anticorps chauds ou à auto-anticorps froids. Ça, c'est selon que la fixation de l'anticorps est maximale soit à 37 degrés, ça c'est anticorps chaud, soit à 4 degrés, c'est anticorps froid. Et ça, c'est bien entendu étudié par le test de Combs, soit direct, ici, soit indirect. Alors, les anémies hémolytiques à anticorps chauds, c'est à peu près 80% des anémies aiguës immunologiques. C'est surtout chez la femme adulte. Ça se traite par transfusion et ça se traite aussi par corticothérapie ou par splénectomie.
les anémies hémolytiques à anticorps froids, c'est ce qu'on appelle les hémoglobinuries paroxystiques affrigorées. Ceci, c'est pour une fois les deux sexes confondus, c'est à tout âge, et c'est classique, quelques heures après l'exposition au froid, je vous l'avais dit, douleur lombaire, douleur abdominale, vous avez des maux de tête, vous avez des frissons, vous avez hémoglobinurie, donc des urines rouges, et le traitement, c'est 1, vous allez vite vous mettre au chaud, et 2, on fait de la corticothérapie. Une maladie musculaire, la myasthénie. Alors, la myasthénie, c'est une maladie donc neuromusculaire où il y a une altération justement de la transmission neuromusculaire. Et un exemple de célébrité, entre guillemets, qui a été atteint de la myasthénie, vous vous souvenez que j'avais montré des photos du mariage de Jackie Kennedy avec John Kennedy. Jackie Kennedy s'est remarié avec Aristote Onassis, et Aristote Onassis avait une myasthénie. Et là, vous avez une photo de son mariage, il n'a pas l'air d'avoir été très heureux de se marier en fait avec Jackie. Et ça, c'est une photo qui est prise quelques jours avant sa disparition. Il est mort à Paris. Et il avait emmené à l'hôpital, c'était à Neuilly, l'écharpe rouge de la Calas, qui était l'amour de sa vie. Voilà. Alors, j'ai une passion pour la Calas, hein, c'est pour ça. Myasthénie. Myasthénie, c'est une maladie qui se traduit typiquement par une faiblesse musculaire. Notamment, cette faiblesse musculaire, ça atteint, et on va en reparler, les muscles oculaires, pharyngés, laryngés, les muscles respiratoires. Vous avez classiquement, comme il y a une faiblesse des muscles oculaires, les paupières tombantes. Et les paupières tombantes, c'est drooping eye. Droopy, il avait les paupières tombantes comme ça. Donc drooping eye, c'est vraiment typiquement un signe. Ce pauvre chien devait avoir une myasthénie, en fait. Donc les paupières tombantes. Vous avez une voix qui est un petit peu particulière, qui est plutôt une voix nasale. Vous pouvez faire une intolérance à la nourriture. Il y a une faiblesse des muscles des bras et des jambes lorsque la maladie avance. Et dans cette maladie, il y a des associations entre la myasthénie et notamment l'hyperthyroïdisme. Alors, sur le plan de la physiopathologie, vous avez des anticorps anti-récepteurs à l'acétylcholine. Vous les avez déjà vus, ces anticorps, on en a parlé. Ces anticorps, en fait, ils peuvent être directement responsables de la maladie avec des mécanismes classiques d'immunité humorale. Et pour lutter contre cette maladie, en fait, vous allez utiliser des traitements anticholinestérase pour éviter justement la destruction de l'acétylcholine. Vous allez donner également des corticoïdes, ce qui donne de bons résultats. Vous allez pouvoir faire une plasmaphérèse pour essayer d'éliminer au maximum les anticorps donc, contre le récepteur.
Et ce qui donne des bons résultats, c'est de faire une thymectomie, c'est-à-dire de retirer le thymus, ce qui donne des résultats qui sont à peu près corrects. Bien, voilà pour la myasthénie. Vous allez retenir les paupières tombantes, j'espère. Et là, on attaque les maladies du système nerveux central avec une première maladie qui sont les inflammations du système nerveux central. Ce sont des inflammations qui sont données par certaines infections virales et, je dis bien dans de rares cas, par une vaccination antimicrobienne. Je dis bien dans des rares cas. Ça vous donne dans ces cas-là une inflammation du système nerveux central et lorsque c'est après vaccination, ça vous donne une encéphalomyélite post-vaccinale. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Vous avez une infiltration du système nerveux central par des cellules mononucléées qui vont contribuer à une destruction en fait des cellules du cerveau et une destruction de la gaine de myéline des cellules nerveuses. Alors, le mécanisme, en fait, c'est médié par les lymphocytes T qui sont en fait sensibilisés à des auto-antigènes, en particulier sensibilisés sans doute à la protéine basique de la myéline. Bien. Alors, ça, faut savoir que ça existe. Ça vous évoque le problème donc, de ces encéphalomyélites post-vaccinales. Et là, on va aborder maintenant une autre maladie importante, c'est la sclérose en plaques. Et la sclérose en plaques, elle a été décrite pour la première fois en 1868 par un Français qui est Jean-Martin Charcot. Charcot, il est ici. C'est lui. Donc, Jean-Martin Charcot qui décrit très bien la maladie. Et cette maladie, c'est une maladie qui est inflammatoire, démyélinisante du système nerveux central. Et c'est en fait la maladie inflammatoire et démyélinisante qui est la plus fréquente chez le sujet jeune. Voilà ici des vues par résonance magnétique nucléaire, où vous voyez ici les zones de démyélinisation. Voilà, ici, elles sont ici en blanc. Maintenant, avec l'IRM, le diagnostic se fait, je dirais, beaucoup plus facilement qu'auparavant. Alors, vous avez une atteinte de la substance blanche du cerveau et vous pouvez avoir une atteinte en même temps de la moelle épinière. C'est une maladie chronique, souvent récidivante, on va en parler, et qui est une maladie qui est d'importance considérable puisque elle atteint tout de même à peu près 2,5 millions d'individus dans le monde. Et malheureusement pour nous, les zones à plus haut risque, c'est l'Europe du Nord. Bon, nous, on est un petit peu plus au sud, mais enfin, Europe du Nord, Amérique du Nord, Australie. Nous, en France, on est à peu près dans une zone à risque intermédiaire. Il faut savoir tout de même qu'en France, il y a à peu près 50 000 personnes atteintes et qu'il y a environ 2000 nouveaux cas par an. Alors, c'est rare, par contre, en Orient, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. C'est intéressant ça, parce qu'on se demande pourquoi. Et le début de la maladie, c'est 10% avant 20 ans, 70% entre 20 et 40 ans,
et 20% après 40 ans. Et ça atteint 60% de femmes. Alors, comment vous faites le diagnostic? Je fais une parenthèse, hein, mais j'hésite de moins en moins à faire entre guillemets, un petit peu de médecine, parce que l'évolution de vos études est qu'il y a un espace de rapprochement entre l'exercice de la pharmacie et par moment l'exercice de la médecine. Vous aurez un rôle de plus important. Donc, il faut connaître un certain nombre de signes cliniques et vous êtes des acteurs vigilants de la santé publique. Alors, le diagnostic, il est le plus souvent clinique et la première poussée, elle se fait avec souvent, dans 50% des cas, pas mal, de façon monosymptomatique. Et ce qui est très courant, ce sont des manifestations qui sont bien entendu soit motrices, troubles de la motricité, soit visuelles. Visuel, vous avez une névrite optique, vous avez une perte d'acuité visuelle, et ça, c'est dans 20 à 30% des cas. Donc tout d'un coup, vous perdez la vision en général d'un œil. Ou autre forme de présentation, donc c'est un seul symptôme, c'est des manifestations sensitives avec, par exemple, des paresthésies, des pertes de sensibilité, une spasticité, c'est-à-dire une certaine raideur. Donc, un de vos patients ou clients qui se plaint d'un de ces troubles, il faut penser de temps en temps à la sclérose en plaques, et ce qui est très fréquent dans 75% des cas, mais c'est le cas de beaucoup de maladies auto-immunes, les patients qui se plaignent de fatigue. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Ce ne sont pas des diagnostics tout de même toujours aussi faciles que ça. Ce qui aide énormément, c'est ce que je viens de vous dire, ce que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire les examens d'imagerie par résonance magnétique nucléaire, l'IRM. Et ce que l'on fait également, c'est qu'on va faire l'étude du LCR, les joies de la ponction lombaire, ce qui n'est pas terrible finalement. Alors, prévalence de lymphocytes, monocytes, plasmocytes. Il y a une hyperprotéinorachie et il y a des IgG qui sont oligoclonales. Ça ne veut pas dire monoclonal, il n'y a pas un pic extrêmement étroit, mais c'est tout de même oligoclonal. IgG oligoclonal. IgG, immunoglobuline G, oligoclonal. Quel est le problème là? IgG, immunoglobuline G, oligoclonal. Voilà. Alors, vous connaissiez monoclonal, vous connaissiez polyclonal, c'est oligoclonal. Alors, l'évolution, vous le voyez bien là. Ce schéma-là, il est intéressant, hein, parce qu'on voit que ça évolue par poussée, par rémission, mais vous avez des formes vraiment différentes. Là, il y a des poussées, mais tout rentre à la normale, sans séquelles. Là, vous voyez, vous avez des poussées, mais progressivement, il y a des séquelles. Là, vous avez des formes qui, d'emblée, sont des formes progressives, avec des plateaux. Ici, c'est une forme progressive sans plateau. Ça n'arrête pas de s'aggraver. Ici, c'est des formes où ça commence par des poussées, puis ensuite ça devient progressive, sans poussées surajoutées, avec des poussées et des petites rémissions. Ici, c'est progressive avec des poussées et des rémissions partielles. Et ici, avec poussée sans rémission partielle. Le message, hein, ça correspond à... Les neurologues classifient extrêmement bien ces différentes formes. Et ce qui est
important parce que d'avoir une maladie qui n'arrête pas de progresser, c'est pas tout de même très gai, hein. Et ce qui est important, c'est que, en fait, le passage des formes rémitantes, d'avoir des formes rémitantes, et si ça revient dans l'ordre, bon, c'est pas agréable, mais enfin, ça va. Ce qui est un petit peu problématique, c'est que par an, vous avez 2 à 3% de risque de passer d'une forme rémitante, en fait, à une forme qui va être secondairement progressive, pardon. Alors, c'est une maladie pour laquelle l'handicap, il est variable d'un jour à l'autre et même par moment d'une heure à l'autre. Et ces fluctuations, c'est vraiment caractéristique de la maladie. Et le handicap, souvent, il augmente bien entendu avec les poussées, mais il peut augmenter avec la fièvre et tout simplement avec la chaleur. Ce sont des patients qui supportent pas bien la chaleur. Alors, ce que l'on distingue, c'est les scléroses en plaques, on dit CEP, hein, donc je vais vous dire à chaque fois CEP, hein, sclérose en plaques. Il y a les CEP qu'on appelle bénignes. Les CEP bénignes, c'est que vous n'avez pas d'invalidité après 15 ans d'évolution, et ça, c'est 20% des cas. Donc 20% des cas, c'est une maladie qui va tout de même vous laisser à peu près tranquille. Et à l'inverse, il y a des CEP malignes avec un handicap qui est sévère après 5 ans. Et ces CEP malignes, c'est 10% des cas. Donc on voit bien que derrière cette étiquette de CEP, hein, de sclérose en plaques, il y a sans doute des maladies qui sont tout de même assez différentes. Donc les CEP bénignes, c'est 20% des cas. Il n'y a pas d'invalidité après 15 ans. Et les CEP malignes, 10% des cas, il y a un handicap sévère après 5 ans. Alors, la physiopathologie. Alors là, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Ici, c'est un schéma qui est un petit peu compliqué. Je l'ai passé en français, hein, c'est dans New England, mais on va essayer de suivre ensemble ce qui se passe. La première chose qui se passe, en fait, c'est tout simplement qu'il y a une activation en périphérie de lymphocytes T CD4+, et c'est plutôt des lymphocytes T qui ont un profil de sécrétion du type TH1, THP1. Alors pourquoi vous avez une activation de ces lymphocytes T, ça on ne sait pas trop. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'ensuite, la seconde étape après l'activation, c'est qu'il y a en fait une rupture de la barrière hémato-encéphalique par les lymphocytes T qui sont activés. Et que, une fois que vous avez cette rupture, vous passez cette fois-ci à la troisième étape. C'est, voilà, les lymphocytes T ici qui ont pénétré, donc qui sont dans le cerveau, qui vont proliférer, qui vont sécréter, ici vous le voyez, des cytokines pro-inflammatoires. On voit ici TNF, interféron. C'est TNF-bêta, interféron gamma pour être précis. Donc, ils sécrètent des cytokines pro-inflammatoires. Ça, c'est la troisième étape. De là, une fois qu'ils sont sur place, ils sont actifs, ils sécrètent leurs cytokines. Il y a une activation des macrophages et des cellules microgliales. Vous êtes ici, activation des macrophages, donc de cellules présentatrices d'antigènes. Avec cette activation des cellules présentatrices d'antigènes, vous allez avoir, cinquième étape ici, l'activation à nouveau de lymphocytes. Et une fois que vous avez ces lymphocytes activés, là vous avez une espèce de cascade qui se produit avec une activité anticorps, une activité du complément. Donc vous avez des lésions qui sont médiées par les anticorps. Il y a des lésions qui sont médiées par des lymphocytes T CD8+.
CD4+, non CD8+. Si j'agrandis, que ça devient plus lisible, j'ai des problèmes sur mon schéma, mais celui-ci, je ne trouve pas. Il faut que je change le graphisme. Donc, activation des lymphocytes, production d'anticorps, donc lésion qui se fait, qui lèse en particulier la myéline. Les cytokines, au fait, qui sont également dans le cerveau, peuvent avoir des activités aussi directement toxiques. Donc, toxicité directe des cytokines qui sont présentes. Donc, en gros, vous avez bien vu, il y a des lymphocytes T activés, ils pénètrent dans le cerveau, ils activent des cellules présentatrices qui activent des lymphocytes, et là, il y a des productions d'anticorps, il y a des cytokines qui sont présentes, il y a l'activité de cellules T CD8+, je dis bien ici, il y a des molécules de classe 1, c'est donc des TCD8+. Donc tout ça, ça finit par faire des lésions sérieuses au niveau du cerveau. Alors, est-ce qu'il y a une prédisposition génétique? Il y a une prédisposition familiale, en fait, dans 15% des cas. Et si vous regardez la sclérose en plaques ici, quand vous voyez ce qui se passe notamment chez les jumeaux identiques affectés, vous voyez tout de même que le risque d'avoir une sclérose en plaques chez un jumeau lorsque l'autre a la maladie, c'est tout de même très très important, c'est multiplié par 260 fois. Donc c'est sûr qu'il y a un facteur génétique. Alors, 60% des patients, ils sont HLA DR2. Mais, toujours la même histoire, 99% des sujets DR2 ne font pas la maladie. Il faut être clair tout de même pour expliquer ça. Hein. C'est-à-dire 60% des patients sont bien DR2, mais 99% des DR2 ne font pas la maladie. Donc il y a bien entendu autre chose. Des rôles de l'environnement, à chaque fois vous allez dire il radote, parce qu'il dit toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il y a certainement des virus ou des bactéries qui sont incriminés, mais il n'y a pas de preuve tangible. Et je vous rappelle qu'il n'a jamais été prouvé scientifiquement qu'il y avait un lien entre la vaccination contre l'hépatite B et la sclérose en plaques. Bien. Traitement. Alors, ce que vous faites d'abord, c'est les traitements lorsque vous avez ces poussées. Vous allez les traiter, et ce qui est un petit peu nouveau, c'est que vous les traitez par les corticoïdes. Ça, c'est pas nouveau, mais ce qui est nouveau, c'est que vous traitez par très forte dose, par voie IV, c'est-à-dire c'est 1 gramme par jour pendant 3 jours. Ça, c'est vraiment nouveau, enfin, disons depuis 5 ans à peu près. Avant, on traitait par des petites doses de corticoïdes. Petite dose, ça allait être 20-50 mg de corticoïdes. Là, 1 gramme. 1 gramme de corticoïdes pendant 3 jours en IV. Ça, c'est le traitement de la poussée, ce qui fait que les poussées souvent régressent. Quand quelqu'un commence à avoir tout de même tout d'un coup une perte de vision et qu'on lui dit, vous savez, vous inquiétez pas, ça va régresser, il a de temps en temps tendance à ne pas croire son médecin. Et en fait, oui, ça régresse, fort heureusement. Donc ça marche bien, les corticoïdes à très forte dose, mais ensuite, il faut un traitement de fond. Et le traitement de fond, c'est les interférons de type 1. Ici, un petit rappel pour ceux qui ont oublié un petit peu les interférons de type 1. Donc, c'est produit par des cellules qui sont infectées par les virus, et vous avez les interférons alpha et les interférons bêta. En fait, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les interférons bêta. Donc, vous voyez apparaître sclérose en plaques, on parle bien de la sclérose en plaques, c'est donc les interférons de type 1 bêta.
Et vous avez différents types d'interférons, suivant qui sont proches de la forme humaine. Interféron humain, c'est Avenex rébif, parce que ces interférons, qui sont les interférons bêta 1A, vous avez une moyen mnémotechnique, hein, c'est-à-dire les formes humains, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Humain, c'est bêta 1A. Pour les interférons alpha, l'humain, c'est alpha 2B. Donc, c'est à chaque fois la dénomination la plus complexe. Donc, ces interférons bêta 1A, ils sont produits dans les cellules de mammifères. Ils ont vraiment la même séquence d'acides aminés que la cytokine naturelle humaine. Ils ont la même chaîne glucidique que la cytokine humaine. Et vous les utilisez soit en intramusculaire toutes les semaines, ça c'est l'Avenex, soit en sous-cutané un jour sur 2, c'est Rebif. Et le bêta 1B, donc c'est le bêta-féron, vous allez les voir, il diffère en fait de l'interféron humain par 2 acides aminés. Je vais vous les donner, mais ça, c'est vraiment pas à retenir, hein. C'est la méthionine qui est en 1, qui est substituée par la cystéine. Non, il n'y a pas de méthionine en 1, il y a une substitution de la cystéine par la sérine en 17. Voilà. Absence de méthionine en 1 et substitution de la cystéine par la sérine en 17. C'est surtout pas à retenir, hein. Par contre, c'est intéressant de savoir qu'il y a tout de même 2 acides aminés différents et il n'y a pas de chaîne glucidique. Et ça, c'est en sous-cutané un jour sur 2. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que l'interféron bêta, qu'est-ce que ça fait? Ça provoque notamment une diminution de la production d'interférons gamma par les cellules T. Et vous savez que ces interférons gamma, interférons de type 2, ça augmente les molécules du CMH de classe 2. Alors que les interférons de type 1, ça augmente plutôt les molécules du CMH de classe 1. Donc c'est un petit peu compliqué ça, hein. On a interférons de type 1, ceux qui nous intéressent là aujourd'hui pour le traitement de la sclérose en plaques. Je vous rappelle que ça augmente les molécules de CMH de classe 1. L'interféron de type 2, ça augmente les molécules de CMH de classe 2. Et l'interféron que l'on utilise pour la sclérose en plaques, l'interféron de type 1, ça a tendance à baisser la production d'interférons de type 2. Bon. C'est en fait un petit peu plus compliqué que ça parce que c'est des questions de dose. Tout dépend à quelle dose vous utilisez les interférons de type 1. Bien, à côté, ça c'est un petit rappel. Pour ceux qui n'avaient pas assisté, il y en a quelques-uns d'entre vous qui visiblement n'ont pas assisté à la première partie du cours. Donc ça, c'est l'activité biologique des interférons de type 1, ce qui empêche en fait les cellules non affectées par un virus de devenir infectées. Et ici, des cellules qui sont infectées par un virus, ça permet une augmentation de l'expression des molécules de classe 1, c'est bien ce qu'on a dit, hein. Interféron de type 1, augmentation des molécules de classe 1, interféron de type 2, augmentation des molécules de classe 2. Donc, ces molécules qui présentent beaucoup plus d'antigènes viraux, grâce à l'augmentation d'expression de molécules de classe 1, peuvent être détruites par des cellules T cytotoxiques. Ça, c'était un petit rappel sur l'activité biologique des interférons de type 1. Alors, vous voyez apparaître ici l'Avenex, interféron bêta 1A. Bêta 1A, c'est compliqué parce qu'il y a un B, il y a un A, donc c'est humain. D'accord? Avenex. Le voilà.
rebif ici, bien, rebif bêta-1A aussi, le produit humain, ici, bêta-ferron, bêta-1B, donc ça, c'est pas la forme humaine. Bien. Alors, on est dans les traitements de fond. L'autre traitement dont je vous ai déjà parlé, alors, il s'appelle le glatiramère. Glatiramère, son nom c'est la Copaxone. Alors, c'est un produit qui est de plus en plus utilisé. Je vous l'ai déjà montré et je vous ai montré ici, mais il y a quelque chose qui va apparaître théoriquement. Voilà. Ici, ce qui apparaît théoriquement, c'est la ligne à partir de laquelle vous considérez qu'un médicament est un blockbuster, c'est-à-dire lorsque ça fait plus de 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires. Donc vous voyez que ce traitement, la Copaxone, ça fait depuis les années 2004-2005, c'est devenu un blockbuster. Alors, ça casse les briques, hein, blockbuster. Alors, ça augmente en fait l'activité de cellules T régulatrices, ça baisse la production de cytokines inflammatoires et ça bloque la présentation de l'antigène. Qu'est-ce que ça fait? Ce médicament, ça ralentit la fréquence des poussées d'à peu près 30% et ça ralentit la progression du handicap. Alors, c'est des médicaments qui sont relativement intéressants. Au passage, c'est très cher. Ça doit être à peu près, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, hein, vous ne le notez pas, mais enfin, pour vous donner une idée, ça doit être du style, par mois, 900 €. 900 € par mois, et c'est un médicament que vous allez prendre pendant des années. C'est pour ça que ce sont des marchés importants pour l'industrie pharmaceutique, parce que ces maladies chroniques, c'est des médicaments qui coûtent cher et que vous prenez pendant très longtemps. Alors, autre médicament dont vous avez déjà entendu parler, c'est le natalizumab, c'est le Tysabri. Vous en avez déjà entendu parler pour la maladie de Crohn. Et ça, c'est assez frappant. Je ne sais pas si on voit la date ici. Donc, c'est un médicament qui est un anti-intégrine alpha 4. Voilà, c'est un anticorps anti-intégrine alpha 4. Donc, ça va bloquer, en fait, les alpha 4, ces intégrines, vous savez, c'est impliqué dans ce qu'on appelle le homing, dans l'adressage des lymphocytes qui vont aller bouger grâce aux intégrines. Ici, donc, vous bloquez l'intégrine alpha 4, vous empêchez les lymphocytes de se déplacer, de pénétrer dans le cerveau. Et ici, pourquoi je vous montre ça? Parce que ces médicaments qui sont donc importants pour le business, donc vous vous retrouvez dans Business Week. Ici, qu'est-ce que ça vous dit? C'est de vous dire que ce médicament-là, en fait, que vous voyez apparaître ici, tout d'un coup, peu de temps après sa mise sur le marché, comme vous le savez, c'est un médicament qui a été retiré du marché, quelques mois après sa mise sur le marché, tout simplement parce que un certain nombre de patients qui étaient traités par Tysabri plus en fait interféron, ils ont développé une maladie extrêmement rare, mais qui a été mortelle dans plusieurs cas, qui est en fait une leucoencéphalopathie multifocale progressive. Donc, le médicament est immédiatement retiré du marché. Il avait été mis sur le marché, je crois, au mois de septembre de l'année d'avant, et en février, 3 morts parmi les patients traités, on le retire du marché. Et ici, en fait, en 2006, alors qu'il avait été retiré
ici, je pense, en 2004. Il faudrait que je regarde les dates exactes. En 2006, il est remis sur le marché. De remettre sur le marché, je vous en ai déjà parlé, mais un médicament dont on sait qu'il peut avoir des effets adverses extrêmement sérieux, ça veut dire que c'est un médicament qui doit être manipulé avec précaution, mais qui est un médicament qui est efficace. Alors, ça c'est pour le Tysabri, donc anti-alpha-intégrine. Il y a un médicament dont on parle beaucoup, vous allez le voir, et ça c'est une saga formidable, parce que c'est en fait un vieux médicament. Quand vous regardez l'histoire des anticorps monoclonaux et des traitements, il y en a un dont on vous parle, qui a été un des premiers qui a été utilisé, qui est celui-ci, qui est CAMPAT1, et c'est celui qui, finalement, en 1994, a fait l'arrêt pratiquement du développement des anticorps monoclonaux. C'est-à-dire en 1994, ça faisait déjà à peu près 10 ans qu'on essayait d'utiliser en thérapeutique des anticorps monoclonaux, et puis là, finalement, on retire le CAMPAT1 parce que vraiment tout ça ne marche pas. Et ce qu'il y a d'assez frappant, c'est qu'en 2001, cet anticorps, donc, qui est un anti-CD52, cet anticorps, il est finalement remis sur le marché pour le traitement de la leucémie lymphoïde chronique. Et ici, c'est récent, hein, ça date, on est en octobre 2008. Donc, à un moment donné, peut-être que vous en avez entendu parler, un remède anti-leucémie stopperait les effets de la sclérose en plaques. Ça, c'est dans les journaux, une avancée décisive contre la sclérose en plaques. Et c'est toujours le même, c'est toujours CAMPAT1, l'anti-CD52. Donc, c'est assez intéressant de voir ce médicament. Autre médicament que l'on utilise comme traitement de fond, c'est des immunosuppresseurs. C'est par exemple la mitoxanthone, c'est une anthracycline, azatioprine, méthotrexate, cyclophosphamide, toujours les mêmes. Et ce que vous allez faire aussi, c'est des traitements symptomatiques. Hein. Alors, est-ce que j'ai le temps? Oui, je peux parler de la psoriasis. Ça, c'est une maladie auto-immune qui atteint tout de même 2% de la population, le psoriasis. C'est une dermatose inflammatoire chronique, donc, qui touche 2% de la population. Alors, la forme typique du psoriasis, vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle le psoriasis en plaques, avec ici, vous voyez, les localisations préférentielles des plaques au niveau du cuir chevelu, au niveau des coudes, ici, au niveau des fesses, du nombril, des ongles, des muqueuses génitales, des genoux, des ongles, oreilles. Et vous avez des photos à droite. J'essaie toujours de choisir des photos qui ne vous choquent pas trop. Mais bon, toujours. Donc, en fait, comme pour la sclérose en plaques, dans les psoriasis, les dermatologues vous font des classifications subtiles en fonction de la taille de la lésion, en fonction de la localisation. Mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'à chaque fois, l'histologie, c'est une hyperkératose. Et au niveau, donc, de l'épiderme, il y a la présence de polynucléaires neutrophiles. Il y a au niveau du derme une augmentation de la vascularisation du derme. La façon dont évolue cette maladie pour la forme la plus courante, c'est ce qu'on appelle les psoriasis vulgaires. C'est pas très joli, mais c'est comme ça. Donc les psoriasis vulgaires, c'est des
des formes, c'est assez frappant, qui peuvent évoluer très nettement en fonction du stress émotionnel. Alors, vous soyez attentifs parce que vous avez beaucoup de psoriasis dans votre génération et en particulier chez les étudiants. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir peut-être du stress. Donc, il y a certains patients en particulier qui sont très sensibles aux situations de conflit. Donc, ça évolue en fonction du stress émotionnel. Ça évolue un peu en fonction des traumatismes mécaniques. En particulier, vous avez vu, vous avez des zones de psoriasis au niveau des coudes. Alors, lorsque vous avez des chocs ou des frottements, c'est pas très bon. Ça évolue également en fonction d'infections, notamment des streptocoques. Et vous avez, ça c'est important pour vous, j'ai la lettre Q sur mes notes. Il y a certains médicaments qui peuvent déclencher ou aggraver le psoriasis. Notamment lorsque, pour une autre raison, on vous prescrit une corticothérapie, ça peut avoir un effet favorable un peu sur le psoriasis, mais le problème, c'est qu'au moment où vous allez commencer à diminuer les doses, vous pouvez avoir des poussées de psoriasis. Et autres médicaments qui peuvent aggraver un psoriasis, il y a les bêta-bloquants, les sels de lithium, les antipaludéens de synthèse, alors, par contre, pour l'évolution, contrairement à ce que l'on voit dans beaucoup de maladies auto-immunes, c'est que là, pour une fois, mettez-vous au soleil, puisque les expositions solaires ont le plus souvent une influence favorable sur le psoriasis, alors que souvent, c'est l'inverse. Mais là, en l'occurrence, pour une fois, pas trop tout de même, mais vous pouvez vous mettre au soleil. Alors, il y a des psoriasis qui ont des évolutions qui sont graves, avec des poussées qui sont très fortes et qui retentissent fortement sur la qualité de vie. Il y a un retentissement psychosocial. Alors, sur le plan physiopathologique, on va retrouver des facteurs génétiques. Il y a des cas familiaux qui sont fréquents. Lorsque vous avez deux parents qui sont affectés, il y a 50% de malchance pour que leurs enfants soient affectés. Lorsqu'il y a un seul parent affecté, la malchance, c'est 16%. Et lorsque vous avez de vrais jumeaux, la concordance, c'est 70%. Alors, facteurs génétiques, facteurs biochimiques, il y a des anomalies au niveau du derme, il y a des cytokines, on va le voir, qui ont un rôle important, en particulier TNF-alpha et IL-8. Et là, vous avez un schéma qui commence à apparaître, qui apparaît, où ce qui se passe ici, alors en un, vous avez la migration de macrophages, il y a une lésion au niveau de l'épiderme et du derme, les macrophages, ils vont au niveau des ganglions, ils rencontrent ici des lymphocytes qui vont activer, il va y avoir ensuite une recirculation des lymphocytes activés au départ par des antigènes qui sont au niveau de la peau, recirculation des lymphocytes qui vont au niveau de la peau, et ici, qu'est-ce que l'on a? On a la production de TNF-alpha. Donc, facteurs immunologiques qui sont importants. Le traitement, je vous laisse un quart d'heure, hein? Bon, je vous laisse un quart d'heure. On reprendra le traitement tout à l'heure.